De toutes les équipes qualifiées en huitième de finale de Ligue des Champions, le Barça sera la première équipe à savoir quel sera son sort à partir de 18h45 heure locale. Oui, c'est une heure inhabituelle, mais c'est la Ligue des Champions, c'est le nouveau format, c'est comme ça. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'avant-match, la rencontre face à Benfica, le match retour de cette Ligue des Champions. Il y a beaucoup de questions, j'ai essayé de répondre à quelques-unes, on m'a posé sur les réseaux sociaux, d'ailleurs n'hésitez pas pour les prochaines fois à venir sur Instagram ainsi que sur les autres réseaux. On va donc commencer par la question qui revient le plus naturellement, c'est l'événement de cette fin de semaine qui vient de se dérouler, la disparition tragique du médecin du Barça, le docteur Carlos Minaro Garcia. Voilà, le vestiaire est atteint, c'est normal, là on parle d'une vie humaine, ça va au-delà du football. Ce type d'événements qui sont là pour nous rappeler aussi que la vie est éphémère, qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Donc c'est un rappel aussi pour tout le monde, vous qui regardez cette vidéo, moi pour tout le monde. Profitons de nos proches, faisons attention à nos actes, parce que demain peut-être qu'on ne sera plus là, on ne sait pas, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, les joueurs avaient l'air ils étaient atteints, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le match avait été reporté la dernière fois face à Osasuna. Et donc lorsque vous me posez les questions de savoir si cela peut avoir un effet, néfaste, négatif sur la saison du Barça, moi je suis pas capable de répondre à cette question-là parce que je suis pas à la place des joueurs. Je pense que la réponse, elle sera sur le terrain, elle sera sur la fin de saison. Ils ont été atteints, c'est clair, pour le coup c'est factuel, vu qu'ils n'ont pas été en mesure de jouer la dernière fois. C'était une décision, je pense d'ailleurs, de Laporta. C'est un mec quand même qui les côtoyait tous les jours, au quotidien. Imaginez, vous passez toutes les journées avec un mec qui prend soin de vous, qui vous aide, qui vous conseille, et du jour au lendemain, vous le perdez, vous apprenez qu'il est parti. Bien sûr que ça fait un choc, ça fait un énorme choc. Donc je sais pas dans quel état est-ce qu'ils seront, parce que chaque personne est différente, chacun fait son deuil à sa manière. On est tous ici, nous en tant que supporters, lorsqu'on a un décès, on a tous, pour la plus grande majorité je pense, eu un décès d'un de nos proches ou une personne en tout cas qu'on connaît, et je pense que chacun de nous vit son deuil de manière différente. C'est encore une fois normal parce que nous avons tous des personnalités différentes, donc voilà, c'est difficile de savoir quelle sera la réaction des joueurs. Ce sont des humains comme nous, c'est pas parce qu'ils passent à la télé qu'ils gagnent énormément d'argent qu'ils sont différents, ce sont des humains. Mais par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce sont des professionnels aussi. Ce sont des mecs qui sont entourés de coachs mentaux, de coachs qui les accompagnent dans leur vie quotidienne. Donc j'espère qu'ils vont se relever de ce coup dur et continuer parce que malheureusement, la vie, elle est faite comme ça. On ne s'arrête pas de vivre lorsqu'il y a un décès. C'est comme ça. Donc le club, je trouve que le club en tout cas fait ce qu'il faut pour les protéger parce que pour la conférence de presse d'aujourd'hui, Laporta et la direction ont décidé de n'amener que Flick, qu'ils veulent protéger leurs joueurs, c'est normal. Et l'UEFA a accepté. Donc le maximum sera de les protéger, franchement, d'éviter toutes ces questions-là, pièges des journalistes. Moi, vous me la posez parce que je suis un supporter comme vous, c'est normal, on en discute entre nous. Mais les journalistes qui vont poser cette question-là aux joueurs, est-ce que vous vous servirez de ça pour en faire une sorte de motivation? Je trouve que c'est un peu malsain. C'est vraiment pas des questions à poser. Et vous connaissez les journalistes, des questions qu'ils sont capables de poser. Du coup, l'objectif, c'est de réussir à protéger les joueurs, à faire en sorte qu'ils soient focus, concentrés, qu'ils comprennent quand même que, voilà, malgré le coup dur, il va falloir avancer. C'est comme ça, c'est le football, c'est la vie. Malheureusement, moi, vous savez, c'est pas tant l'état psychologique des joueurs qui m'inquiète avant ce match retour, c'est bien d'autres facteurs. Pourquoi? D'abord, le facteur du stade. Oui, parlons-en, le Montjuïc. Ça, écoutez, ça c'était le Montjuïc la dernière fois lors du 4-0 face à la Real Sociedad. Si no s'entrava la contra Xavi, s'entrava la per una gran animació. No, però no és una animació, és l'ambient, tio.
Qu'est-ce que vous remarquez sur ces images? C'est un cimetière à ciel ouvert. Maintenant, circonstance atténuante, le Barça a gagné déjà à 4-0 face à un adversaire réduit à 10. Tu peux comprendre que ça soit un peu plus calme. Mais moi, mon problème par rapport à ça, c'est que depuis maintenant pas mal de temps, la direction et la grade d'animation sont en guerre parce qu'ils veulent pas payer une amende que la direction leur demande de payer. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans tous les détails. Le problème avec ça, c'est que y a plein de matchs au Montjuïc où le Barça, c'est la même ambiance en fait. Tant qu'il n'y a pas de but ou d'occasion, c'est un silence de cathédrale parce que il n'y a que la grande majorité du temps des touristes ou alors des personnes qui ne sont pas là pour animer des matchs dans un stade déjà aussi vaste. Forcément qu'en termes d'ambiance, j'espère que pour le retour face à Benfica, que ça ne sera pas quelque chose de préjudiciable parce que tu as besoin de ton public. La grande d'animation faisait beaucoup de bruit lors des 8e de finale de Ligue des Champions au retour, même au retour avant le rouge face au Paris Saint-Germain. Voilà, les matchs à domicile en tout cas en Ligue des Champions la saison dernière, malgré le fait que ce soit au Montjuïc, je pense qu'en termes d'ambiance, ça allait, on se débrouillait pas mal. C'est pas le contenu, on est d'accord, c'est un handicap de fou d'ailleurs cette saison. Le Barça fait une grande saison sans jouer dans son stade, je sais pas si on se rend compte de la folie. Du coup voilà, c'est quelque chose moi qui m'inquiète. Je veux que tout le monde soit au niveau parce qu'en termes d'ambiance, tu as besoin de ton public. C'est comme ça, lorsque tu joues à domicile, tu es censé avoir un avantage de ce côté-là. Et je vous mens pas que le Montjuïc, ouais, ça m'inquiète un peu. La deuxième réserve que j'ai par rapport à ce match retour, la deuxième petite inquiétude que j'ai, c'est tout simplement la physionomie du match. Alors, là, on est en train de parler de tout ça, on aurait l'impression de croire que le Barça part limite en mode remontada ou que voilà, on est pessimiste, c'est pas le cas. Là, on essaye de voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement mal se passer, même si le Barça est revenu avec un résultat positif à 10-11. Il ne faut rien prendre pour acquis parce que cette équipe du Benfica, elle viendra le couteau entre les dents, elle n'a rien à perdre. Du moment où tu n'as rien à perdre, tu viens jouer décomplexé. D'autant plus que je pense que ça peut paraître fou de le dire comme ça, mais lorsqu'on a été à 10 là-bas à Lisbonne, Benfica, je pense que ça les a plus fait mal que si on avait été à 11 parce que c'est une équipe qui base en tout cas son jeu contre nous, qui base la quasi-totalité de ses actions sur les transitions rapides, sur justement cette ligne très haute, le piège de leur jeu qu'on essaie de mettre. Ils sont beaucoup plus à l'aise dans ce cas de figure et à 11 contre 11, ils auraient eu beaucoup plus d'occasions franches. Là, à 10 contre 11, ils auraient dû faire le jeu. C'était une configuration, je pense, qui ne leur convenait pas. Alors que là, au retour, ils seront dans la configuration qui leur convient. À 11 contre 11, c'est-à-dire que le Barça qui jouera haut, et eux qui essaieront de partir en contre dans les transitions où ils excellent. Donc attention, c'est pas parce que le Barça a gagné à 10 contre 11 dans un style différent que le Barça aura facilement donc cette qualification parce que tu es à 11 cette fois-ci. Ça peut paraître bizarre, mais ouais, à 11 contre 11, peut-être que ça sera plus difficile que lors du match à Lisbonne. Mais si le Barça est à son niveau à 11 contre 11, il peut aussi ne même pas y avoir match au bout de 30-40 minutes parce que si le Barça est vraiment à son niveau, ils sont capables de mettre à cette équipe du Benfica un 2-3-0 très rapidement. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, on le sait, et Benfica, on l'a vu, ils ont des trous d'air parfois, ils viennent chercher haut, et si le Barça réussit à tuer leur pressing, ils seront en grand danger derrière avec notamment, je pense, Olmo, on parlera tout à l'heure de la compo probable. Salut Massiane, à quoi est dû selon toi le manque d'intensité et concentration en début de match de l'équipe? Avec Xavi, on avait tout le temps ça, et depuis un moment, on le voit beaucoup avec Flick. Je sais pas la vérité, mais je ne pense pas que ça soit uniquement un manque, je veux dire, d'intensité ou de concentration. Pourquoi? Parce que on le voit lors du match contre l'Atlético Madrid, par exemple, le Barça se mange un but très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il monte de manière très agressive dès les premières secondes pour lancer un pressing très haut, sauf que derrière tu ne récupères pas le ballon et l'adversaire en profite et te surprend dès l'entame du match. Contre la Sociedad, pareil, tu essayes de monter très haut, tu n'arrives pas à récupérer le ballon. Et en fait, c'est ça. Je pense que le Barça a tellement envie de bien rentrer dans ces matchs de manière agressive que parfois, ils ont tendance à oublier qu'ils peuvent aussi se manger un contre ou une attaque placée de l'adversaire. Faut aussi juste dire que l'adversaire joue bien le coup, tout simplement. Après, bien sûr, là, contre Benfica, la première occasion du match de Benfica, là, pour le coup, tu as raison, c'est un manque de concentration de Baldé, parce que Baldé récupère le ballon, et puis derrière, tu as l'impression qu'il s'endort. Il est trop
trop à l'aise. Je pense qu'il se dit pas qu'il y a un mec qui est derrière lui. Sauf que tu joues à l'extérieur, dans un stade chaud bouillant, face à des supporters, une équipe donc qui est survoltée. Et évidemment qu'ils vont venir te rentrer dedans les 10-15 premières minutes devant leur public avant que ça ne retombe un peu. Donc si t'arrives en mode les mains dans les poches, ah ouais, bien sûr que tu peux te manger un but rapidement. Donc c'est peut-être un mélange des deux comme tu dis, mais je ne pense pas que ça soit un manque d'intensité. C'est peut-être plus un manque de concentration comme tu dis, parce que il y a certains moments où t'es à deux doigts de te manger un but à la 20e seconde. On l'a vu plein de fois la saison dernière sous Xavi, et cette saison, c'est sur ces dernières semaines que ça recommence. Donc là, j'espère juste qu'ils vont régler la mire, parce que, attention quand même. Est-ce que tu penses Lamine a atteint un plafond pour cette saison, ou qu'il peut encore se surpasser? En fait, je pense que Lamine Yamal nous a habitués à quelque chose de mauvais. Pourquoi? Parce que, en fait, déjà de base, j'aurais aimé que tu développes ta question un peu plus, parce que si tu me parles là en termes de statistiques, parce qu'il ne marque plus depuis pas mal de temps et tout, et que voilà, tu estimes qu'il a atteint son plafond en termes de stats, j'ai envie de te dire que pour le coup, faut juste regarder les meilleurs joueurs de l'histoire à son âge. Je parle pas des meilleurs joueurs du monde, les meilleurs joueurs de l'histoire à son âge. Il n'était même pas convoqué dans des matchs. Donc, ne vous laissez pas avoir par les comparaisons de personnes limitées qui essayent de mettre en arrière Lamine Yamal vu qu'il ne marque pas autant versus des joueurs qui sont au prime de leur carrière aujourd'hui, limite à la retraite. Ne vous laissez pas influencer par ça. Parce que comparer ces joueurs-là à Lamine, lorsque ces joueurs-là, ils avaient 17 piges, ils étaient nulle part, ils n'existaient même pas peut-être dans le monde du foot. Aujourd'hui, lorsqu'on se rappelle de ce que Messi faisait à 17 piges, tout ce qu'on voyait de Messi 17-18 piges, c'était que, en fait, du football champagne, en fait, du football hurrah, c'est-à-dire dribbler, apporter du chaos, ce genre de choses. On ne parlait pas de Messi en termes de statistiques. Messi, c'est lorsqu'il a commencé à avoir 19, 20, 21 ans qu'on a commencé à parler de statistiques. Donc, que Lamine Yamal mette déjà autant de buts à son âge, c'est anormal. C'est anormal, ne prenez pas ça pour acquis en vous attendant à ce que Lamine Yamal ait 15-20 buts en championnat. C'est déjà le meilleur passeur de la Liga. C'est déjà le meilleur passeur de la Liga, je sais pas si vous vous rendez compte. Au-delà de tout ça, c'est ce qu'il apporte dans le jeu. Lamine Yamal, il est capable de te sortir une performance XXL sans faire de passes décisives ni marquer de but. Ça te place le niveau du bonhomme. Toutes ces personnes-là qui comparent Lamine Yamal à leur chouchou de 27, 28, 29, 30, 40 piges, c'est ces personnes-là qui devraient avoir honte. Parce que Lamine Yamal, même si en termes statistiques, il n'est pas au niveau des meilleurs joueurs du monde actuel, mais dans l'apport, dans ce qu'il apporte à son équipe, il est autant, voire plus clutch que tous ces joueurs-là. Parce que Lamine Yamal, déjà, c'est un jeune garçon qui est toujours présent dans les grands rendez-vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Real Madrid, Bayern Munich, dans les grands rendez-vous, il est souvent présent, il répond présent dans les grands matchs. Euro, là, présent, il est là, il répond, 16-17 piges, il en a rien à faire. Donc, je sais pas si tu parles de se surpasser davantage, faire plus que ce qu'il a déjà fait jusqu'à maintenant. Si c'est le cas, je pense qu'on a des attentes démesurées pour le gamin, parce que ce qu'il fait déjà, c'est anormal. Donc, je sais pas dans quel sens tu poses la question de se surpasser. Donc, si tu es là dans les commentaires, peut-être que tu pourras développer. Mais moi, j'estime que même si sa saison s'arrêtait là, maintenant, Lamine Yamal aura déjà fait une grande saison. C'est juste n'importe quoi. Un avis sur l'entrée d'Araujo lors du match aller. Araujo a fait une rentrée exceptionnelle, et je pèse mes mots, il a fait une grosse rentrée face à Benfica. Là, je l'ai dit, dans le débrief déjà, je l'avais dit, lorsque l'équipe joue aussi bas, lorsqu'il faut fermer les espaces et dégager tout ce qui arrive dans la surface de réparation, on le sait, Araujo, c'est une bête sauvage, c'est un monstre, même dans les grands espaces, la vérité, lorsqu'il doit rattraper des joueurs à la course, on le sait, dans le 1v1 en règle générale, c'est un monstre. Du coup, il avait fait une très belle entrée, franchement, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu comme ça, depuis son retour de blessure, il avait l'air, je sais pas pour vous, mais moi, il m'avait l'air un peu différent, genre un peu éteint, comme s'il avait un peu moins confiance en lui par rapport au passé, parce qu'on le sait, d'habitude, lorsqu'il arrive à côté d'un joueur, juste sa présence physique, son agressivité, ça décourageait les joueurs de venir le prendre en 1 contre 1. Mais là, je le sentais ces dernières semaines en tout cas beaucoup plus attentiste, il regarde, t'avais l'impression qu'il a peur de faire des bêtises, alors que Araujo, ce qui le caractérise de base, c'est son agressivité. Donc ouais, je le trouvais un peu sur la réserve durant ces dernières semaines de ce retour de blessure, mais ça rentrait face à Benfica, même si là encore, il avait un peu de réserve, il voulait pas trop être agressif, normal, son équipe était déjà à 10, mais je trouve qu'il a bien répondu. Là, du coup, pour ceux qui posent la question par rapport à la charnière qui va être alignée face à Benfica, ça, c'était le 11 qui avait débuté la semaine dernière.
Ouais, on était censé faire des rotations face à Osasuna, donc ce samedi, malheureusement, voilà, il y a eu cet événement. Du coup, Koubarsi, qui a été exclu la dernière fois, ne sera pas là. Il sera absent pour ce match retour des huitièmes de finale, c'est-à-dire de retour pour l'écart potentiellement si le Barça se qualifie. Araujo était donc rentré à sa place. Moi, je pense que ça sera le seul changement pour le match retour. Je pense que Olmo va débuter. Rafinha, Pedri ont pu se reposer durant ce week-end. En fait, tout le monde a pu se reposer vu qu'il n'y a pas eu de match. Inigo, Araujo, je pense, sera donc la charnière. Le seul truc, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la dernière fois, tu jouais bas. Tu jouais assez bas, reculé dans ta défense. Voilà, il n'y avait pas beaucoup d'espace derrière toi. Donc, dans cette configuration-là, Araujo, il a excellé. Je pense qu'il y aura quand même pas mal d'espace dans le dos des joueurs du Barça parce que le Barça voudra attaquer, le Barça essaiera de mettre en place le piège du hors-jeu et ça sera de savoir si Araujo aussi progresse dans ce domaine parce que ouais, il s'entraîne tous les jours, il a des séances vidéo à chaque fois avec le service technique du staff de Flick, donc je pense qu'au bout d'un an, il doit aussi s'adapter à cette ligne du hors-jeu. Je pense que Inigo naturellement va débuter avec lui derrière et même lors du match face à Benfica, il y a un péno je pense qui est refusé pour Benfica et c'est Araujo qui était le défenseur qui était le plus haut. C'est Inigo Martinez qui était celui qui était un peu à la traîne, mais au moins il était assez haut, en tout cas je veux dire pour causer le hors-jeu. Du coup peut-être que Araujo il commence à comprendre, du coup faut pas non plus tout le temps monter de manière systématique au point de ne pas voir ce qui se passe non plus sur les côtés et laisser par exemple Nellier partir dans son dos. Mais voilà, je pense que c'est le capitaine de l'équipe, faut pas l'oublier. Ça m'étonnerait de voir Flick mettre Eric Garcia, Inigo Martinez derrière, même si pour les sorties de balles et le piège du hors-jeu, ils sont beaucoup plus en avance sur Araujo. Mais voilà, je pense qu'il a de grandes chances de débuter ce match. Il faudra donc voir si il apprend de ses erreurs, s'il apprend aussi à jouer dans ce nouveau système-là. Et ouais, peut-être que c'est une... Je pense pas qu'une place de titulaire il joue, parce que la question m'a été posée, est-ce qu'il joue pour une place de titulaire? Je pense pas qu'il va faire bouger la charnière Inigo Koubarsi, parce qu'elle est vraiment trop solide et efficace. Mais pour le coup, le Barça aurait grandement besoin d'un Araujo en très grande forme pour cette fin de saison. Parce que ouais, avoir 3 grands centraux comme ça de top niveau, ouais, ça peut te sauver plein de matchs. Donc voilà les amis, ça c'est le 11 que je vois débuter. Dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour le débrief. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.